Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Géoressources, énergie et transition. Et dans cette vidéo, nous allons continuer sur le bilan énergétique de la Terre. C'est la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avions vu des choses qui étaient importantes. Maintenant, vous devez être à l'aise avec la constante solaire. Et comment, à partir de cette constante solaire, on dérive cette valeur de 342 watts par mètre carré, qui est le flux solaire moyen reçu par 1 mètre carré de surface dans les hautes couches de l'atmosphère. Dans les termes du métier, cette valeur est ce que l'on appelle l'irradiance moyenne globale dans les hautes couches de l'atmosphère. L'irradiance, c'est la puissance d'un flux énergétique par mètre carré de surface. Et si on décompose cette irradiance en fonction de la longueur d'onde, on voit que le spectre capté dans les hautes couches de l'atmosphère correspond d'assez près au spectre d'émission d'un corps noir, ayant une température de 5250 degrés Celsius, et 5250 degrés Celsius, c'est la température de la surface du Soleil. Par comparaison, si on regarde ce qu'il en est du flux géothermique moyen à la surface de la Terre, il est de l'ordre de 87 mW par mètre carré. Alors comme d'habitude, c'est une moyenne, et cette valeur, elle cache les grandes disparités que l'on observe à la surface de la Terre. Sur les continents, qui sont plutôt des zones froides, le flux sera de l'ordre de 65 mW par mètre carré. Et au niveau des vieux noyaux continentaux, on va avoir des flux géothermiques qui vont descendre jusqu'à 20 mW par mètre carré. Et au contraire, les océans, ce sont des zones plus chaudes avec des flux de l'ordre de 100 mW par mètre carré. Et au niveau des dorsales océaniques, le flux peut monter jusqu'à des valeurs de 350 mW par mètre carré. Voilà, avec un flux géothermique de 87 mW par mètre carré, ce que nous envoie le Soleil, c'est un flux qui est 4000 fois plus important que le flux provenant des profondeurs de la Terre. Alors sur ces 342 watts par mètre carré qui viennent frapper les hautes couches de l'atmosphère, 30% est renvoyé vers l'espace par réflexion. Et sur les rayons qui rentrent, 30% est absorbé par l'atmosphère. Au final, ce qui arrive sur la surface terrestre, c'est seulement la moitié de ces 342 watts par mètre carré, c'est-à-dire près de 167 watts par mètre carré. Alors sur Internet, vous allez trouver quantité de graphiques de ce type. Cela montre les flux énergétiques au sein de l'atmosphère, entre le Soleil, la surface terrestre et l'univers. Il y a des flèches partout, et nous, ce que l'on a fait, c'est juste sur la partie jaune. Et là, maintenant, nous allons traiter la partie à droite. Alors, les chiffres, ils sont un peu différents de ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente et dans ce qu'on peut voir dans d'autres graphiques. Cela n'a aucune importance et on reste bien dans la marge d'imprécision. Je vais juste rester avec les valeurs que j'ai déjà utilisées. Alors, le problème de base, il est le suivant. L'atmosphère reçoit 239 watts par mètre carré. Elle doit donc évacuer 239 watts par mètre carré. La surface terrestre, elle reçoit 167 watts par mètre carré. Elle doit donc évacuer 167 watts par mètre carré. Atmosphère, hydrosphère et pédosphère sont des structures dissipatives. L'énergie qu'elles reçoivent, c'est quelque chose de fondamental pour elles, pour leur fonctionnement. Quelque chose que je dirais même de vital. Mais cette énergie, si elle s'accumule, c'est mortel. On avait calculé dans la vidéo précédente que l'énergie moyenne reçue par 1 mètre carré de surface en 24 heures est de l'ordre de 4 kWh. Est-ce que vous connaissez la quantité d'énergie suffisante pour évaporer un mètre cube d'eau? Eh bien, on va faire le petit calcul. Et pour évaporer un mètre cube d'eau, il faut d'abord la chauffer jusqu'à sa température d'ébullition, c'est-à-dire 100 degrés Celsius. Et pour calculer cela, j'ai besoin de la capacité calorifique de l'eau. Et elle vaut 4180 joules par kilo. Faisons le calcul. Et pour chauffer un mètre cube d'eau jusqu'à son ébullition, il me faut 1000 fois 4180 fois 100, soit 4,18 10 puissance 8 joules, soit 116 kWh. Maintenant, pour l'évaporer, j'ai besoin de connaître sa chaleur latente de vaporisation. Et cette chaleur latente de vaporisation, elle est de 2260 joules par gramme. Faisons le calcul, 1000 fois 2270 puissance 3, ça nous donne 2,26 10 puissance 9 joules, soit 628 kWh. C'est 5 fois plus que l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau. Au total, 628 plus 116, cela me donne 744 kWh. Ainsi, pour évaporer un mètre cube d'océan, il me suffit juste d'attendre 744 divisé par 4, soit 186 jours, c'est-à-dire 6 mois. En une année, j'évapore ainsi une tranche de 2 mètres d'eau et en 1500 ans, je fais disparaître la totalité des océans de la planète. Et cela, bien sûr, si je n'évacue pas la chaleur solaire. Voilà, le but de ce petit calcul, c'est juste de montrer que cette chaleur solaire, il faut l'évacuer. Et ce que je dis là, c'est vrai pour n'importe quelle structure dissipative. Il faut évacuer la chaleur. Sinon, vous remettez en cause son existence. Alors, la Terre, comment est-ce qu'elle va faire pour évacuer cette chaleur qu'elle reçoit? Alors, pour la surface terrestre, que cela soit du sol ou de l'eau, cela va se faire selon trois grandes modalités. La première, c'est par conduction et convection. C'est l'air qui se réchauffe au contact de la surface. Et c'est cet air chaud qui va monter dans l'atmosphère grâce aux courants ascendants. Et c'est ça que l'on appelle la chaleur sensible. On appelle chaleur sensible parce que c'est une chaleur que l'on ressent par nos sens. Alors ce flux de chaleur sensible, il compte peu en fait.
On va commencer par faire un peu de comptabilité de ces flux et on doit évacuer 167 watts par mètre carré de la surface terrestre. La chaleur sensible, je vais en compter ici 24 watts par mètre carré. Cela me fait 580 Wh en 24 heures et cela ne me représente que 14% de ce que j'ai à évacuer du sol. La deuxième modalité, c'est la chaleur latente. Et c'est la chaleur que je vais faire partir par vaporisation de l'eau. Et quand j'ai une surface chaude et humide, l'eau, elle s'évapore. Et cette évaporation demande de l'énergie. Et dans l'atmosphère, quand cette vapeur d'eau va finir par se condenser, cette chaleur, elle va être restituée à l'atmosphère. L'évaporation-condensation est donc un processus qui permet de transférer des calories d'un milieu chaud à un milieu froid. Et on appelle cela chaleur latente. Car cette restitution de calories ne se fait pas tout de suite au moment de l'évaporation, mais plus tard, lors de la condensation. Ce flux de chaleur latente, il correspond à un processus qu'on appelle évapotranspiration. Car les plantes, elles y contribuent aussi beaucoup par la transpiration. Ce flux d'évapotranspiration, je vais en compter 70 watts par mètre carré. Cela me fait 1848 Wh en 24 heures et cela me représente donc 46% du flux de chaleur à évacuer. Faisons le bilan. À ce stade, j'ai 167 watts par mètre carré à évacuer. J'en fais partir 24 par chaleur sensible et 77 par chaleur latente. Il m'en reste 66 à évacuer sur les 167 watts par mètre carré. Alors comment faire? Alors la troisième modalité de transfert thermique, elle va se faire comment? Eh bien, ça va se faire par transfert radiatif. Et ce transfert radiatif, il va être fonction de la température de surface. Et pour cela, on va utiliser la loi de Stefan Boltzmann. Et on avait déjà fait cela lors de la vidéo précédente, vous vous rappelez? Ainsi, pour faire évacuer les 235 watts par mètre carré en l'absence d'atmosphère, avec une planète ayant un albédo de 30%, on avait calculé qu'il fallait une température d'équilibre de surface de l'ordre de moins 18 degrés Celsius. Alors pour évacuer 66 watts par mètre carré, toutes choses étant égales par ailleurs, une température de moins 88 degrés Celsius me suffirait. Bon, on sent bien qu'on n'est pas dans les clous, il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas pris en compte dans notre modèle, et c'est bien le cas, il s'agit des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des molécules qui interagissent avec les rayons infrarouges. Ces molécules, ce sont l'eau, c'est le dioxyde de carbone, c'est le méthane et c'est le protoxyde d'azote. En recevant un photon infrarouge, ces molécules, elles se mettent à vibrer. Et en conséquence, elles réémettent un photon infrarouge dans toutes les directions. Pour un photon infrarouge émis par la surface terrestre et capté par un gaz à effet de serre, il y a autant de chances que le nouveau photon réémis soit dirigé vers la surface ou vers le ciel. S'il est réémis vers la surface, il sera capté par la surface, et cette énergie captée va réchauffer la surface du sol. Et si le photon est réémis vers le ciel, eh bien, ou bien il part vers l'espace, ou bien il va être capté par une autre molécule à effet de serre. Et là, rebelote, un nouveau photon infrarouge sera réémis soit vers la Terre, soit vers le ciel. Au final, nous avons un flux de photons infrarouges qui vont revenir vers la surface terrestre. Ça va chauffer la surface. Et si je chauffe la surface, ça va émettre encore plus de rayons infrarouges vers l'atmosphère. Et si j'envoie plus de rayons infrarouges vers l'atmosphère, je vais avoir encore plus de rayons infrarouges qui reviennent vers la surface. Et cela va me chauffer encore plus la surface. Et c'est là où les choses se compliquent. Nous avons ici une boucle de rétroaction positive. Et pour essayer de quantifier cela, il faut passer par un processus de calcul itératif. C'est ce que nous allons faire et on va écrire les équations. Déjà, j'appelle Q0 le flux de chaleur issu directement du rayonnement solaire qui vient frapper la surface terrestre. Q0, c'est 167 watts par mètre carré. Je vais appeler Q1, le flux de chaleur qui s'en va de la surface sous forme de chaleur latente et de chaleur sensible. Alors Q1, bien sûr, ça va dépendre de la température de la surface du sol. Et cette température n'est pas connue pour le moment. Je vais l'appeler TS et je vais dire que Q1 est proportionnel au flux de chaleur total qui sera émis par la surface sous ses différentes formes. Je vais appeler petit QS ce flux de chaleur total de la surface terrestre et je vais introduire un facteur de proportionnalité entre Q1 et QS. Ce paramètre, je vais l'appeler gamma et j'écris Q1 égale gamma fois QS. Maintenant, je dois considérer le flux de chaleur radiatif produit par la surface et je vais l'appeler Q2. Et Q2, c'est bien sûr Q2 égale à QS fois 1 moins gamma. Ce flux de chaleur radiative, je vais le décomposer en ses différentes parties. J'ai un flux de chaleur radiative qui va s'échapper directement vers l'espace. Je vais l'appeler Q3. Et là aussi, j'ai introduit un coefficient de proportionnalité entre Q3 et Q2 et j'écris Q3 égale oméga fois Q2. À partir de là, j'introduis aussi Q4, le flux de chaleur qui va être absorbé par l'atmosphère. Et Q4, c'est Q4 égale à Q2 fois 1 moins oméga. C'est ce qui est envoyé par le sol. Mais attention, l'atmosphère, elle est chauffée aussi directement par les rayons du soleil. Vous vous rappelez? C'est ce qui est expliqué dans la vidéo précédente. Et là, je dois rajouter un terme dans Q4. C'est le terme que j'appelle QA. Et QA, c'est égal à bêta fois 1 moins alpha fois grand I. Avec alpha et bêta qui sont tous les deux égaux à 0,3. Et QA, c'est donc environ 72 watts par mètre carré. Et donc là, j'écris Q4 qui est égal à 1 moins oméga fois Q2 plus QA.
Alors ce flux de chaleur Q4, je dois aussi le décomposer en deux parties. Une fraction qui est réémise vers le sol, c'est l'effet de serre, et j'introduis un nouveau facteur de proportionnalité que j'appelle delta. Et j'appelle Q5 le flux radiatif émis par l'atmosphère vers la surface terrestre, et cela me donne Q5 qui est égal à delta fois Q4. Et le flux radiatif émis par l'atmosphère et qui retourne vers l'espace, je vais l'appeler Q6, et Q6 ça va être égal à 1 moins delta fois Q4. Maintenant, je peux développer le terme QS, qui est le flux de chaleur totale reçu par la surface terrestre. Et QS, c'est Q0, ce qui provient du Soleil, plus Q5, ce qui est retourné par l'atmosphère par effet de serre. Voilà, j'ai mes équations, et ce qui est intéressant, c'est que je suis dans le cas d'un système énergétique où une partie du flux de chaleur sortant est détournée vers l'entrée du système. On utilise une partie de la chaleur résiduelle pour la réinjecter dans le système. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Eh bien, je veux calculer la température de surface, TS. Je veux pouvoir quantifier l'effet de serre. Et pour cela, j'ai besoin d'une équation supplémentaire. Je fais appel à la loi de Stefan Boltzmann et j'écris QS, c'est égal à sigma fois TS à la puissance 4. Alors, dans cette équation, je vais rajouter un terme supplémentaire. C'est le paramètre epsilon, qui est l'émissivité de la surface et qui correspond à la capacité de la surface à émettre de la chaleur sous forme radiative, c'est-à-dire sous forme de rayonnement thermique. Émissivité de 0, cela signifie ici que cette surface n'émet pas de rayons infrarouges. Émissivité de 1, cela signifie ici que cette surface émet la totalité de sa chaleur sous forme d'un rayonnement thermique. Et ça, cela correspond à un cas idéal et théorique que l'on appelle le corps noir. Alors pour résoudre ce petit problème, le mieux est d'écrire un petit code de calcul, et je l'ai fait en Python, mais les calculs peuvent se faire à la main. J'ai besoin aussi des valeurs alpha, bêta, gamma, delta, oméga et epsilon pour mes coefficients, et pour cela je me suis basé sur cet article assez ancien de 1987. Et je me suis basé aussi sur les valeurs de flux de cette figure. Et on regarde ce que cela donne, là on fait le calcul, et l'algorithme converge vers cette valeur de température de surface, qui est de l'ordre de 18,5 degrés Celsius, ce qui est assez proche de la valeur attendue de 15 degrés Celsius. Voilà, avec ce petit programme, on peut essayer de faire varier les paramètres, et je vous laisserai faire cela en exercice, par exemple, essayer de voir qu'est-ce qui se passe si j'augmente un peu mon paramètre delta, c'est-à-dire si j'augmente la quantité de gaz à effet de serre, ou essayer de voir qu'est-ce qui se passe si j'augmente mon flux solaire de 0,1%. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, et pour la prochaine fois, on parlera de la photosynthèse. À bientôt.